Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 4, le mystère de la vallée de Boscombe, suite. Et votre père, demanda Holmes, est-il favorable à cette union? Non, lui aussi était opposé. À part M. McCarthy, personne n'en était partisan. Comme Holmes dirigeait sur elle un de ses regards perçants et perspicaces, une vive rougeur passa sur le visage jeune et frais de Mademoiselle Turner. « Merci pour vos renseignements, dit Holmes. Pourrais-je voir votre père demain ?»« J'ai peur que le docteur ne le permette pas. »« Le docteur ?»« Oui, vous ne saviez pas? Mon pauvre père n'a jamais été bien valide ces dernières années, mais cette affaire l'a complètement abattu. Il s'est alité et le docteur Willow dit que ce n'est plus qu'une épave, que son système nerveux est ébranlé. De ceux qui ont connu mon père autrefois à Victoria, M. McCarthy était le seul survivant. »« Ah, Victoria, c'est important, ça. »« Oui, aux mines. »« Précisément aux mines d'or où, si j'ai bien compris, M. Turner a fait sa fortune. »« Oui, exactement. »« Je vous remercie, Mademoiselle Turner. Vous m'avez apporté une aide très sérieuse. Vous me direz si vous avez des nouvelles demain? Sans doute irez-vous à la prison voir James? Oh, si vous y allez, monsieur Holmes, dites-lui que je sais qu'il est innocent. »« Je le lui dirai certainement, mademoiselle. Il faut que je m'en aille maintenant, car papa est très malade, et je lui manque beaucoup quand je le quitte. Au revoir, et Dieu vous aide dans votre tâche. » Elle sortit de la pièce aussi vivement qu'elle y était entrée, et nous entendîmes dans la rue le fracas des roues de sa voiture. « J'ai honte de vous, Holmes, » dit Lestrade avec dignité après quelques minutes de silence. « Pourquoi faire naître des espérances que vous serez obligé de décevoir? Je ne pêche pas par excès de tendresse, mais j'appelle cela de la cruauté. »« Je pense voir un moyen d'innocenter M. Jack McCarthy, » répondit Holmes. « Avez-vous un permis pour le voir en prison? »« Oui, mais seulement pour vous et moi. »« Alors, je reviens sur ma résolution de ne pas sortir. Nous avons encore le temps de prendre un train pour Hereford et de le voir ce soir. »« Largement. »« Allons-y donc. J'ai peur, Watson, que vous ne trouviez le temps long, mais je ne serai absent qu'1 ou 2 heures. » Je descendis jusqu'à la gare avec eux et errai dans les rues de la petite ville pour revenir enfin à l'hôtel où, allongé sur un canapé, je tentais de m'intéresser à un roman. La mesquine intrigue était bien mince, toutefois comparée au profond mystère dans lequel nous avancions à tâtons. Je constatai bientôt que mon attention quittait si constamment la fiction pour revenir à la réalité qu'au bout du compte, je lançais le roman à travers la pièce et m'absorbais tout entier dans la considération des événements du jour. À supposer que le récit de ce malheureux jeune homme fût absolument vrai, quel événement infernal, quelle calamité absolument imprévue et extraordinaire avait donc pu survenir entre le moment où il avait quitté son père et l'instant où, ramené sur ses pas par les cris, il était revenu dans la clairière en courant. Quelque chose de terrible avait eu lieu. Mais quoi? La nature des blessures n'était-elle pas susceptible de révéler un détail quelconque à un médecin comme moi? Sonnant un domestique, je lui demandai les hebdomadaires locaux, qui donnaient le compte-rendu in extenso de l'enquête. Dans son rapport, le chirurgien précisait que le tiers postérieur de l'os pariétal gauche et la moitié de l'os occipital avaient été brisés par un coup très lourd asséné avec une arme contondante. Je marquai l'endroit sur ma propre tête. Évidemment, un coup de ce genre ne pouvait être porté que par derrière. Jusqu'à un certain point, cette observation était favorable à l'accusé, puisque au moment de leur querelle, ils étaient face à face. Toutefois, cela ne prouvait pas grand-chose, car le père avait pu se retourner avant que le coup ne tombât. Cela valait pourtant la peine d'y attirer l'attention d'Holmes. Il y avait aussi cette allusion singulière du mourant à un rat. Qu'est-ce que cela signifiait? Ce ne pouvait être du délire. Une personne qui meurt d'un coup soudain ne délire généralement pas. Non, vraisemblablement, le vieillard tentait d'expliquer comment on l'avait tué. Mais qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire? Je me torturais l'esprit en quête d'une explication possible. Et encore cet incident de l'étoffe grise qu'avait vu le jeune McCarthy. Si la chose était vraie, l'assassin avait dû laisser tomber un vêtement quelconque, son pardessus sans doute, dans sa fuite, et il avait eu la témérité de revenir sur ses pas et de le reprendre pendant que le fils était agenouillé, le dos tourné, à 12 pas de là. Quel enchevêtrement de mystère et d'improbabilité que tout cela! L'opinion de Lestrade ne me surprenait pas, et pourtant j'avais tellement foi dans l'intuition de Holmes que je me refusais à abandonner tout espoir, et ce d'autant moins que chaque élément nouveau semblait renforcer mon ami dans sa conviction que le jeune McCarthy était innocent. Il était tard quand Sherlock Holmes revint, seul, car Lestrade avait pris ses quartiers en ville. « Le thermomètre n'a guère varié,
remarqua-t-il en prenant un siège. « Ce qu'il faut, c'est qu'il ne pleuve pas avant que nous allions sur le terrain. D'autre part, comme il convient d'être très frais et très en forme pour une besogne aussi délicate que celle-là, je ne tenais pas à l'entreprendre alors que j'étais fatigué par un long voyage. J'ai vu le jeune McCarthy. »« Et qu'en avez-vous appris ?»« Rien. »« Il n'a pu vous donner aucun éclaircissement ?»« Absolument aucun. J'étais porté à croire tout d'abord qu'il savait qui avait fait le coup et qu'il couvrait l'assassin, homme ou femme, mais je suis maintenant convaincu qu'il est plus perplexe que n'importe qui. Le gaillard n'a pas l'esprit très prompt, bien qu'il soit beau garçon et je crois parfaitement droit. Je ne saurais en tout cas admirer son goût, observai-je, si c'est vraiment un fait qu'il ne veut pas d'un mariage avec une jeune personne aussi charmante que Mademoiselle Turner. Ah, il y a là une histoire bien pénible. Le pauvre diable, il l'aime à la folie, il en perd la tête. Mais il y a à peu près 2 ans, quand il n'était encore qu'un gamin, et avant qu'il ne connût bien Mademoiselle Turner jeune fille, car elle a passé 5 ans en pension je ne sais où, est-ce que cet idiot n'est pas allé tomber entre les griffes de la serveuse d'un bar de Bristol qu'il a épousée clandestinement? Personne n'en sait rien, mais vous pouvez imaginer à quel point ce devait être affolant pour lui d'être tancé parce qu'il ne faisait point ce pourquoi il eût volontiers donné sa vie, tout en sachant que c'était absolument impossible. C'est bel et bien l'affolement en question qui lui faisait jeter les bras en l'air quand son père, lors de leur dernière rencontre, cherchait à le persuader de demander la main de Mademoiselle Turner. D'un autre côté, il ne possédait aucun moyen de subvenir à ses propres besoins, et son père, qui de l'avis unanime était très dur, l'aurait jeté complètement par-dessus bord s'il avait su la vérité. C'était avec la serveuse de bar, sa femme, qu'il venait de passer les 3 jours précédant le crime, et son père ignorait où il était. Notez bien ce point. Il a une grande importance. À quelque chose, malheur est bon. La serveuse, ayant appris par les journaux qu'il a des ennuis sérieux et qu'il risque d'être sans doute pendu, a pour sa part complètement renoncé à lui. Elle lui a écrit pour l'informer qu'elle a déjà un mari au chantier des Bermudes et qu'il n'existe en réalité aucun lien légal entre eux. Je crois que cette nouvelle a consolé le jeune McCarthy de tout ce qu'il a souffert. Mais s'il est innocent, qui a commis le crime? Ah, qui? Je voudrais attirer votre attention tout particulièrement sur 2 points. Le premier, c'est que la victime avait un rendez-vous avec quelqu'un allaitant et que ce quelqu'un ne pouvait être son fils puisque le fils était absent et que le père ne savait pas quand il reviendrait. Le second point, c'est qu'on a entendu le défunt crier « Eh oh !» avant qu'il sût que son fils était revenu. Ça, ce sont les points cruciaux dont dépend toute l'enquête. Et maintenant, si vous le voulez bien, parlons littérature et laissons de côté pour demain les points sans importance. La pluie, comme Holmes l'avait prévu, ne tomba pas, et le matin éclatant brilla dans un ciel sans nuages. À 9 heures, Lestrade vint nous chercher avec la voiture, et nous nous mîmes en route pour la ferme d'Atherley et l'étang de Boscombe. « Il y a de graves nouvelles ce matin, dit Lestrade. On dit que M. Turner est si malade qu'on désespère. »« Un homme d'âge mûr, sans doute, dit Holmes. » Dans les 60, mais sa constitution a été ébranlée par sa vie à l'étranger et depuis quelque temps sa santé décline. Cette affaire a eu sur lui un très mauvais effet. C'était un vieil ami de McCarthy, et il faut l'ajouter son grand bienfaiteur car j'ai appris qu'il lui abandonnait la ferme d'Atherley sans réclamer aucune redevance. Vraiment, voilà qui est intéressant, dit Holmes. Oui, il l'a aidé de 100 autres façons. Tout le monde par ici parle de sa bonté pour lui. Réellement. Et cela ne vous paraît pas un peu singulier que ce McCarthy, qui semble avoir eu si peu de biens personnels et tellement d'obligations envers Turner, songea encore malgré cela à marier son fils à la fille de Turner? Le fait qu'elle est vraisemblablement l'héritière du domaine ne l'empêchait pas d'en parler avec une certitude écrasante, comme s'il n'y avait qu'à faire la proposition et que tout le reste eût suivi. C'est d'autant plus étrange que nous savons que Turner lui-même ne voulait pas de ce mariage. La fille nous l'a dit. Vous n'en déduisez rien? Nous voici arrivés aux déductions et aux inductions, dit Lestrade en clignant de l'œil de mon côté. Je trouve, Holmes, qu'on a assez de mal à se débrouiller avec les faits, sans prendre notre vol avec les théories et l'imagination. Vous avez raison, approuva Holmes posément. Vous trouvez qu'on a de la peine à débrouiller les faits? En tout cas, j'en ai saisi un que vous paraissez trouver difficile à retenir, répliqua Lestrade en s'échauffant un peu. Et lequel? Que M. McCarthy père est mort de la main de McCarthy fils, et que toutes les théories qui vont à l'encontre de ce fait sont de pure lubie, des rêvasseries au clair de lune. Le clair de lune est une chose plus brillante que le brouillard, dit Holmes en riant. Mais si je ne me trompe, voici à gauche la ferme d'Atherley. Oui, c'est cela.
C'était un vaste bâtiment d'aspect cossu, avec ses 2 étages, son toit d'ardoise et ses murs gris semés de grandes taches de mousse. Les stores baissés et les cheminées qui ne fumaient pas lui donnaient toutefois un air de tristesse, comme si le poids de cette tragédie pesait encore sur lui. Nous nous présentâmes à la porte. Puis, à la requête de Holmes, la servante nous montra les chaussures que portait son maître au moment de sa mort, et aussi une paire de souliers qui appartenait au fils, bien que ce ne fût pas celle qu'il portait alors. Après les avoir mesurés très soigneusement en 7 ou 8 points différents, Holmes se fit conduire dans la cour, et de là, nous suivîmes tous le sentier sinueux qui menait à l'étang de Boscombe. Quand il était lancé sur une piste comme celle-ci, Sherlock Holmes était transformé. Ceux qui n'ont connu que le raisonneur, le logicien tranquille de Baker Street, n'auraient jamais pu le reconnaître. Son visage tantôt s'enflammait, tantôt s'assombrissait. Son front se plissait de 2 rides dures et profondes au-dessous desquelles ses yeux brillaient avec l'éclat de l'acier. Il penchait la tête, ses épaules se courbaient, ses lèvres se pinçaient et les muscles de son cou puissant saillaient comme des cordes. Ses narines semblaient dilatées par cette passion purement animale qu'est la chasse, et son esprit se concentrait si intégralement sur le but poursuivi que toute question ou remarque qu'on pouvait lui adresser frappait son oreille sans qu'il y prêtât attention ou sans provoquer autre chose qu'un grognement d'impatience. Rapide et silencieux, il suivit le chemin qui traverse les prairies, puis, par les bois, va jusqu'à l'étang de Boscombe. Le sol était humide et marécageux, comme l'est toute cette région, et il y avait de nombreuses traces de pas, tant sur le sentier que dans l'herbe courte qui le bordait de chaque côté. Tantôt Holmes se portait vivement en avant, tantôt il s'arrêtait net. Et une fois, il fit tout un petit détour et entra dans la prairie. Lestrade et moi marchions derrière lui. Le détective avait un air d'indifférence et de mépris, alors que moi je ne quittais pas des yeux mon ami, car j'avais la conviction que chacun de ses gestes avait un but bien défini. L'étang de Boscombe est une petite nappe d'eau entourée de roseaux de quelques 50 mètres de large, qui se trouve au point où les terres de la ferme de Hatherley bordent le parc particulier du riche M. Turner. Au-dessus des bois qui le longeaient sur l'autre rive, nous pouvions voir les tourelles élancées qui indiquaient l'emplacement de la demeure de l'opulent propriétaire. Le long de l'étang, vers Hatherley, les bois étaient très épais, mais une étroite bande de terre détrempée, large de 5 ou 6 mètres, courait entre la rangée d'arbres et les roseaux du bord. Lestrade nous montra l'endroit précis où l'on avait trouvé le corps, et en fait la terre était si humide que je pouvais voir nettement les traces qu'avait laissées le corps de l'homme abattu. Holmes, ainsi qu'en témoignait l'ardeur de son visage et l'intensité de son regard, lisait encore bien d'autres choses dans cette herbe foulée. Il courait et virait comme un chien qui flaire une piste. Soudain, il s'en prit à mon compagnon. « Pourquoi êtes-vous allé dans l'étang ?»« Je l'ai fouillé avec un râteau, pensant qu'il pourrait s'y trouver une arme ou un indice quelconque. Mais comment diable ?»« Assez, je n'ai pas le temps. On le trouve partout, votre pied gauche légèrement tourné en dedans. Une taupe même le verrait, et il se perd parmi les roseaux. Oh, que la chose eût été simple si je m'étais trouvé ici avant qu'il ne vienne, comme un troupeau de buffles pataugés de tous côtés. C'est ici que le gardien est venu avec les siens près du corps. Ils ont recouvert toutes les empreintes de pas à 3 mètres à la ronde. Mais voici 3 parcours distincts des mêmes empreintes. » Il tira une loupe de sa poche et s'allongea sur son imperméable pour mieux voir, sans cesser de parler, pour lui-même plutôt que pour nous. Voici les pas du jeune McCarthy. En 2 occasions, il marchait et une fois il courait, car les semelles sont profondément imprimées et les talons à peine visibles. Cela confirme son récit. Il a couru quand il a vu son père à terre. Et voici les pieds de son père alors qu'il allait et venait de ci de là. Mais qu'est-ce que ceci? C'est la crosse du fusil alors que le fils restait là à écouter? Et ça? Ah, qu'avons-nous là? Des bouts de souliers et carrés encore. Des souliers tout à fait extraordinaires. Ils vont, ils viennent, ils reviennent. Oui, bien sûr, pour le manteau. Et maintenant, d'où venait-il? Il se mit à courir à droite et à gauche, tantôt perdant, tantôt retrouvant la piste, jusqu'au moment où nous fûmes à quelque distance de l'orée du bois et au pied d'un grand hêtre, le plus gros des arbres du voisinage. Holmes se dirigea vers l'autre côté du tronc, et une fois encore s'aplatit avec un petit cri de satisfaction. Longtemps il resta là à retourner les feuilles et les brindilles sèches, à ramasser pour le glisser dans une enveloppe ce qui me parut être de la poussière. Il examina à la loupe non seulement le sol, mais même l'écorce de l'arbre, aussi haut qu'il pouvait atteindre. Une pierre rugueuse gisait dans la mousse. Il l'examina aussi soigneusement et la garda. Après quoi, en suivant un petit sentier à travers bois, il aboutit à la grande route,
où toutes les traces se perdaient. « Ça a été une visite du plus vif intérêt, remarqua-t-il en revenant à son état normal. Je suppose que cette maison grise à gauche est celle du gardien. Je crois que je vais y aller dire 2 mots à Moran et peut-être écrire un petit billet. Cela fait, nous pourrons repartir déjeuner. Vous pouvez regagner la voiture, je vous rejoins tout de suite. » Il s'écoula à peu près 10 minutes avant que nous ne remontions en voiture et que nous ne retournions à Ross. Holmes tenait toujours la pierre qu'il avait ramassée dans le bois. « Ceci peut vous intéresser, Lestrade, dit-il en la lui tendant. C'est avec cela que le crime a été commis. »« Je n'y vois aucune trace. »« Il n'y en a pas. »« Alors comment le savez-vous ?»« L'herbe poussait sous cette pierre. Elle n'était là que depuis quelques jours. Il n'y avait aucune trace indiquant qu'on l'eût enlevée d'un endroit quelconque. Elle correspond bien aux blessures. Il n'y a pas trace d'une autre arme. »« Et le meurtrier ?»« C'est un homme grand, un gaucher qui boite du pied droit. Il porte des souliers de chasse à semelles épaisses et un manteau gris. Il fume des cigares indiens et il a en poche un fume-cigare et un canif émoussé. Il y a encore quelques autres indices, mais ceux-là peuvent suffire à orienter nos recherches. » Lestrade se mit à rire. « Je demeure sceptique, hélas. Les théories, c'est très joli, mais nous avons affaire à un jury d'Anglais qui ont la tête dure. »« Nous verrons, » répondit Holmes avec calme. « Travaillez selon votre méthode à vous, je travaillerai selon la mienne. Je serai très occupé cet après-midi et sans doute retournerai-je à Londres par le train du soir. »« Et vous laisserez votre enquête inachevée ?»« Non, achevée. Mais le mystère ?»« Éclairci. »« Qui donc est le criminel ?»« Le monsieur que j'ai décrit. »« Mais qui est-ce ?»« Ce ne sera sûrement pas difficile de le trouver. La région n'est pas tellement peuplée. » Lestrade haussa les épaules. « Je suis un homme pratique et je ne puis vraiment pas courir le pays à la recherche d'un gaucher qui boite. Je serai la risée de Scotland Yard. »« Fort bien, dit Holmes tranquillement. Je vous aurai donné votre chance. Vous voici chez vous. Au revoir. Je vous laisserai un mot avant de m'en aller. » Après avoir abandonné Lestrade à son domicile, nous nous rendîmes à l'hôtel où le déjeuner était prêt. Holmes restait silencieux. Il semblait perdu dans ses pensées et son visage était empreint d'une expression pénible, celle de quelqu'un qui se trouve dans une situation angoissante. « Watson, dit-il quand la table fut débarrassée, asseyez-vous là sur cette chaise et laissez-moi un instant vous prêcher un sermon. Je ne sais pas trop quoi faire et je voudrais votre avis. Allumez un cigare et laissez-moi développer ma pensée. »« Je vous en prie, faites. » Eh bien, donc, en considérant cette affaire, il y a 2 points dans le récit du jeune McCarthy qui nous ont tous les 2 frappés sur le champ, bien qu'il nous ait impressionnés, moi en sa faveur et vous contre lui. L'un, c'était le fait que son père, suivant ce qu'il a dit, avait crié « Eh oh !» avant de le voir. L'autre, c'était cette singulière allusion du mourant à un rat. Il a marmonné plusieurs mots, vous le savez, mais ce fut là tout ce que l'oreille du fils put saisir. Or, c'est de ce double point que nos recherches doivent partir, et nous commencerons en supposant que ce que dit le jeune homme est absolument vrai. Qu'est-ce que ce « eh oh » alors ? De toute évidence, il ne pouvait être à l'intention du fils. Le fils, pour ce que l'autre en savait, était à Bristol. Ce fut tout à fait par hasard qu'il se trouva à portée pour l'entendre. Le « eh oh » devait attirer l'attention de quelqu'un, n'importe qui, avec qui il avait rendez-vous. Mais « eh oh » est distinctement un cri australien et un cri qui est employé entre Australiens. Il y a donc une forte présomption pour que la personne que McCarthy s'attendait à rencontrer à l'étang de Boscombe fût quelqu'un qui avait été en Australie. Et le rat ? Sherlock Holmes tira de sa poche un papier plié et l'aplatit sur la table. « Ceci, dit-il, est une carte de la colonie de Victoria. Je l'ai demandée hier soir à Bristol par dépêche. » Il posa la main sur une partie de la carte et demanda « Que lisez-vous ici ?» Je lus « Rat ». Et maintenant, il leva sa main. « Ballarat !» Exactement. C'est là le mot que l'homme a prononcé et dont le fils n'a saisi que la dernière syllabe. Il essayait de prononcer le nom de son assassin, un tel de Ballarat. « C'est merveilleux, m'écriai-je. » C'est évident, et maintenant, vous le voyez, j'ai rétréci considérablement mon champ d'investigation. La possession d'un vêtement gris constitue, si l'on suppose exact le récit du fils, une 3e certitude.
Nous sommes donc à présent sortis du vague absolu pour arriver à l'idée bien définie d'un Australien venu de Ballarat et qui porte un manteau gris. Certainement. Et d'un Australien qui était chez lui dans ce coin, car on ne peut s'approcher de l'étang que par la ferme ou par la grande propriété où ne pouvaient guère errer des étrangers. Exactement. Là-dessus se place notre expédition d'aujourd'hui. Par l'examen du terrain, j'ai obtenu sur la personne de l'assassin les détails insignifiants que j'ai donnés à cet imbécile de l'estrade. Mais comment les avez-vous obtenus ? Vous connaissez ma méthode. Elle est fondée sur l'observation des détails sans grande importance. Sa taille, je sais que vous pouvez en juger approximativement d'après la longueur de ses enjambées. Ses chaussures aussi, vous pouvez les connaître par leurs empreintes. Oui, c'étaient des chaussures particulières. Mais sa claudication ? L'empreinte de son pied droit était toujours moins marquée que la gauche. Il pesait moins dessus. Pourquoi ? Parce qu'il boitait. Mais comment savez-vous qu'il était gaucher ? Vous avez été vous-même frappé de la nature de la blessure, telle que le chirurgien l'a décrite lors de l'enquête. Le coup a été porté par derrière et a pourtant atteint le côté gauche. Or, comment cela se pourrait-il s'il n'avait pas été donné par un gaucher ? Le meurtrier est resté derrière le hêtre pendant l'entrevue du père et du fils. Il y a même fumé. J'ai trouvé la cendre d'un cigare et mes connaissances spéciales en fait de cendre de tabac m'ont permis de dire que c'était un cigare indien. Je me suis, comme vous le savez, quelque peu intéressé à ces choses-là, et j'ai écrit une petite monographie sur les cendres de 140 variétés de tabac pour la pipe, le cigare et les cigarettes. Après avoir trouvé la cendre, j'ai cherché aux alentours et découvert le mégot, dans la mousse où il l'avait jeté. C'était un cigare indien d'une variété qu'on roule à Rotterdam. Et le fume-cigare ? J'ai pu voir que le bout du cigare n'avait pas été dans la bouche. L'assassin se servait donc d'un fume-cigare. Le bout en avait été coupé et non mordu, mais la coupure n'était pas nette, d'où j'ai déduit un canif émoussé. Holmes, vous avez tissé autour de cet homme un filet d'où il ne saurait s'échapper, et vous avez sauvé la vie d'un innocent, aussi sûrement que si vous aviez tranché la corde qui le pendait. Je vois où convergent tous ces points. Le coupable, c'est... Monsieur John Turner, annonça le garçon d'hôtel en ouvrant la porte de notre studio et en introduisant un visiteur. L'homme qui entrait avait une allure étrange, dont on était frappé dès l'abord. Sa démarche, lente et claudiquante, ses épaules voûtées lui donnaient un air de décrépitude, et pourtant, ses traits profondément accentués et rugueux, autant que sa formidable stature, montraient qu'il était doué d'une force physique et morale extraordinaire. Sa barbe touffue, ses cheveux grisonnants, ses sourcils saillants et drus lui conféraient un air de dignité et de puissance, mais son visage était d'une blancheur de cendre, et ses lèvres et les coins de sa bouche se nuançaient d'une légère teinte bleue. Au premier coup d'œil, il m'apparut clairement que cet homme était la proie d'une maladie mortelle. « Je vous en prie, dit Holmes doucement. Asseyez-vous sur le canapé. Vous avez reçu mon billet ?»« Oui, le gardien me l'a apporté. Vous disiez que vous vouliez me voir ici afin d'éviter tout scandale. »« J'ai pensé qu'on jaserait si j'allais au manoir. »« Et pourquoi désiriez-vous me voir ?» Il regardait mon compagnon avec du désespoir dans ses yeux, fatigué, comme si déjà la réponse lui était connue. « Oui, dit Holmes, répondant au regard plutôt qu'aux paroles. « C'est ainsi. Je n'ignore rien de ce qui concerne McCarthy. » Le vieillard laissa tomber son visage dans ses mains. « Que le ciel me vienne en aide, s'écria-t-il, mais je n'aurais pas permis que le jeune homme en souffrît. Je vous donne ma parole que j'aurais parlé si aux assises le procès avait tourné contre lui. » « Je suis content de vous l'entendre dire, fit Holmes avec gravité. « J'aurais parlé dès à présent, n'eût été ma fille. Cela lui briserait le cœur. Cela lui brisera le cœur d'apprendre que je suis arrêté. »« Il se peut qu'on n'en vienne pas là, dit Holmes. »« Quoi ? Je ne suis pas un agent officiel. Je sais que c'est votre fille qui a demandé que je vienne ici et j'agis dans son intérêt. Toutefois, il nous faut tirer de là le jeune McCarthy. »« Je suis mourant, dit le vieux Turner. Depuis des années, je souffre de diabète. Mon médecin dit qu'on peut se demander si je vivrai encore un mois. Pourtant, j'aimerais mieux mourir sous mon propre toit qu'en prison. » Holmes se leva et alla s'asseoir à la table, la plume en main et du papier devant lui. « Dites-moi simplement la vérité, dit-il. Je noterai les faits, vous signerez et Watson, que voici, en sera témoin. Alors je pourrai, à la toute dernière extrémité, produire votre confession pour sauver le jeune McCarthy.
Je vous promets de ne m'en servir que si cela devient absolument nécessaire. » « C'est bien, » dit le vieillard. « On ne sait pas si je vivrai jusqu'aux assises, cela a donc peu d'importance. Mais je voudrais épargner un pareil choc à Alice. Maintenant, je vais tout vous exposer clairement. Ça a été long à se produire, mais ça ne me prendra guère de temps pour vous le dire. Vous ne le connaissiez pas, le mort, McCarthy. C'était le diable incarné. Je vous l'affirme. Dieu vous garde de tomber jamais dans les griffes d'un pareil individu. Pendant 20 ans, j'ai été sa proie, et il a ruiné ma vie. Je vous dirai tout d'abord comment il se trouva que je fus à sa merci. C'était entre 1860 et 1864. J'étais alors jeune, aventureux et plein d'ardeur, prêt à me mettre à n'importe quoi. Je me suis trouvé parmi de mauvais compagnons et je me suis mis à boire. Comme je n'avais pas de chance aux mines avec ma concession, j'ai pris le maquis et je suis devenu ce que, par ici, on appellerait un voleur de grand chemin. Nous étions 6 et nous menions une vie libre et sauvage. De temps en temps, nous attaquions un établissement, où nous arrêtions les chariots sur la route des Placers. Jacques le Noir de Ballara, tel était le nom sous lequel on me connaissait, et dans la colonie on se souvient encore de notre groupe qu'on appelle la bande de Ballara. Un jour, un convoi d'or descendait de Ballara à Melbourne. Nous avons dressé une embuscade et nous l'avons attaqué. Il y avait 6 soldats et nous étions 6. Ce fut donc une lutte serrée, mais à la première décharge, nous en avions désarçonné 4. 3 de nos gars, cependant, furent tués avant que nous ne nous emparions du butin. Je posai mon pistolet sur la tempe du conducteur du chariot. C'était cet homme, ce McCarthy, que je regrette, grand Dieu, de ne pas l'avoir tué alors, mais je l'ai épargné. Pourtant, je voyais bien que ses petits yeux méchants se fixaient sur mon visage, comme pour s'en rappeler tous les traits. Nous sommes partis avec l'or, nous sommes devenus riches et nous sommes revenus plus tard en Angleterre, sans qu'on nous ait jamais soupçonnés. Je me suis donc séparé de mes anciens camarades, résolu à me fixer et à mener une vie tranquille. J'ai acheté cette propriété qui se trouvait en vente, et je me suis efforcé de faire un peu de bien avec mon argent pour réparer la façon dont je l'avais gagné. Je me suis marié, et bien que ma femme soit morte jeune, elle m'a laissé ma chère petite Alice. Même alors qu'elle n'était qu'un bébé, sa toute petite main semblait me conduire sur la voie du bien, comme rien jusqu'alors ne l'avait jamais fait. En un mot, j'avais changé de vie et je faisais de mon mieux pour racheter le passé. Tout allait bien, quand un jour, McCarthy me prit dans ses filets. J'étais allé à Londres pour placer des fonds, et je le rencontrai dans Regent Street. C'est à peine s'il avait un veston sur le dos et des souliers aux pieds. « Nous voici, Jack, dit-il en me touchant le bras. Nous serons pour toi comme une famille, nous sommes 2, moi et mon fils, et tu as les moyens de nous entretenir. Si tu ne veux pas, l'Angleterre est un beau pays où l'on respecte la loi et où il y a toujours un agent de police à portée de sa voix. » Ils sont donc venus dans l'Ouest. Il n'y avait pas moyen de m'en débarrasser. Et depuis ce temps-là, ils ont vécu sans rien payer, sur la meilleure de mes terres. Pour moi, il n'y avait plus de paix, plus d'oubli. Partout où j'allais, sa face rusée et grimaçante était là, à côté de moi. À mesure qu'Alice grandissait, cela empirait, car il s'aperçut bientôt que je craignais moins la police que de voir ma fille connaître mon passé. Quoi qu'il me demandât, il fallait le lui donner, et quoi que ce fût, je le lui abandonnai sans aucune question. Terre, argent, maison, jusqu'au jour où il me demanda quelque chose que je ne pouvais pas donner. Il me demanda Alice. Son fils, voyez-vous, avait grandi, et ma fille aussi, et comme on savait ma santé fragile, il lui semblait assez indiqué que son rejeton entrât en possession de mes biens. Mais cette fois j'ai tenu bon. Je ne voulais pas que sa maudite engeance fût mêlée à la mienne, non que le garçon me déplût, mais le sang du père était en lui, et c'était assez. Je suis resté ferme. McCarthy a proféré des menaces, je l'ai mis au défi. Nous devions nous rencontrer à l'étang, à mi-chemin de nos 2 maisons, pour en discuter. Quand j'y suis allé, je l'ai trouvé qui parlait à son fils. J'ai donc fumé un cigare derrière un arbre en attendant qu'il fût seul. Mais pendant que j'écoutais ce qu'il disait, tout ce qu'il y avait de noir et d'amer en moi semblait revenir à la surface. Il pressait son fils d'épouser ma fille avec assez peu d'égard pour ses sentiments que si c'eût été une garce des rues. Cela m'exaspéra de penser que moi-même et ce que j'avais de plus cher, nous étions à la merci d'un tel être. Ne pouvais-je donc briser ce lien? J'étais déjà désespéré, mourant. J'avais encore l'esprit assez clair, les membres assez forts, et mon sort, je le savais, était réglé. Mais ma mémoire, mais ma fille, l'une et l'autre seraient sauves, si seulement je parvenais à réduire au silence cette langue infâme.
Je l'ai fait, monsieur Holmes. Je le ferai encore. Si fortement que j'ai péché, j'ai mené une vie de martyr pour racheter mes fautes. Mais que ma fille dût se trouver prise dans ces mêmes filets qui m'emprisonnaient, c'était plus que je n'en pouvais endurer. Je l'ai abattu sans plus de scrupules que s'il avait été une bête immonde et venimeuse. Son cri a fait revenir son fils, mais j'avais rejoint le couvert du bois. Je fus pourtant obligé de retourner chercher le manteau que j'avais laissé tomber dans ma fuite. Tel est, messieurs, le récit véridique de tout ce qui s'est passé. « C'est bien, dit Holmes, pendant que le vieillard signait la déclaration que mon ami avait écrite. « Ce n'est pas à moi de vous juger. Je souhaite seulement que nous ne soyons jamais placés dans une pareille position. »« Je le souhaite aussi, monsieur. Qu'avez-vous l'intention de faire ?»« En raison de votre santé, rien. Vous savez que vous aurez bientôt à répondre de vos actes devant un tribunal plus haut que les assises. Je garderai votre confession, et si le jeune McCarthy est condamné, je serai forcé de m'en servir. Sinon, nul œil humain ne le verra jamais, et votre secret, que vous soyez vivant ou mort, ne risquera rien entre nos mains. »« Adieu donc, dit le vieillard d'un ton solennel. Quand viendra pour vous l'heure de la mort, les moments en seront moins pénibles si vous pensez à la paix que vous aurez procurée à la mienne. » Et d'un pas incertain et chancelant, tout son corps de géant frémissant, il sortit de la pièce. « Dieu nous vienne en aide, dit Holmes après un long silence. Pourquoi le destin joue-t-il de tels tours à de pauvres êtres impuissants? Je n'entends jamais parler d'une affaire comme celle-ci, sans penser aux mots de Baxter et sans dire « Ce coupable-là, sans la grâce de Dieu, ce pourrait être moi. » James McCarthy fut acquitté aux assises, grâce aux nombreuses et puissantes objections que Sherlock Holmes avait rédigées et soumises à son défenseur. Le vieux Turner vécut encore 7 mois après notre entrevue, mais il est mort maintenant et tout laisse à prévoir que le fils et la fille pourront vivre heureux ensemble, dans l'ignorance du sombre nuage qui pèse sur leur passé.